FIM FM. Pays de Cocagne. Cabinet Fofana. FIM FM. Pays de Cocagne, le chemin de croix. De retour dans cette émission, nous parlions tantôt de ces milliers d'Africains qui attendent aux portes de l'Europe. Ils sont presque près de 7000, plus de 7000 qui attendent. La Guinée fait partie des pays pourvoyeurs donc de migrants. On est autour de participation de près de 12 000 à la même enseigne que la Côte d'Ivoire. Alors, on revient avec Madame Baldé. Rebonsoir Madame Baldé. Oui, bonsoir cabinet, comment vous allez? Bien, merci. Alors, il y a aussi cette actualité, on a été interpellé là-dessus, des dépouilles de Guinéens qui sont incinérés malgré leurs concitoyens et au détriment de tous nos rituels, de toutes nos pratiques. Comment est-ce que, en quoi cette actualité, ou plutôt ce fait est très problématique en Allemagne? Oui, d'accord. Vous savez, l'Allemagne, c'est un pays où, malheureusement, le plus souvent, quand quelqu'un décède, il y a les autorités qui fixent un délai. Le plus souvent, le délai pour récupérer le corps, c'est un délai de 2 semaines. Et comme si personne ne se présente pendant cette date fixée à échéance et tout, donc voilà. Eux, ils vont incinérer le corps parce que ils le font pas seulement avec les Africains, ils le font même avec les Allemands parce qu'en fait, ça paraît moins coûteux parce que vous savez, l'enterrement ici, ça coûte hyper cher et en plus de cela, après l'enterrement, il faut l'entretien. L'entretien aussi, c'est de l'argent, c'est l'État qui paie, c'est-à-dire c'est les autorités qui doivent payer en principe s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe. Donc, le plus souvent, il y a de ces régions comme, je veux dire, la Bavière et tout comme la région de Baden-Württemberg, c'est-à-dire à Stuttgart, c'est des régions qui sont très, qui sont très strictes dans l'application de cette loi. Et l'année dernière, par exemple, il y a un compatriote à nous, un jeune de Kourouza, qui était décédé et là on l'a appris. Heureusement, il restait juste 3 jours et donc les autorités nous ont créé toutes sortes de problèmes pour récupérer ce corps. Il a fallu qu'on fasse intervenir un avocat et puis quelques députés pour récupérer le corps parce qu'ils avaient déjà décidé pratiquement de l'incinérer. Vous voyez, et c'était difficile, mais heureusement qu'on a pu récupérer son corps. Donc voilà ce qui concerne les autorités, le problème qu'il y a. Et maintenant, vous savez, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui arrivent ici. Il y a l'Allemagne est hyper grand et malheureusement, il y a de ces régions où il y a très peu de Guinéens. Il y a très peu de Guinéens, c'est-à-dire que, comme par exemple, quand je prends la Bavière et tout cela, et il y a même pas de structure associative de Guinéens là-bas pour dire que voilà, les gens peuvent se retrouver quand il y a quelque chose qui se passe, ils sont au courant, ils sont informés. C'est pareil aussi pour la région de Baden-Württemberg, c'est clair qu'il y a des structures là-bas, mais le plus souvent, c'est-à-dire les gens ne sont pas assez actifs, il n'y a pas assez de Guinéens qui adhèrent à ces structures-là, comme c'est le cas dans la région de la Rhénanie-Westphalie. Là-bas, il y a assez d'associations, toutes les associations guinéennes qui sont ici sont beaucoup plus concentrées là-bas parce que nous avons, vous savez, à peu près 17 000 Guinéens qui vivent en Allemagne, mais la grande majorité, je dirais 80%, en tout cas 70% sont dans cette région-là. Donc, le plus souvent, ce problème-là ne se pose pas, même si de par le passé, on a eu aussi des cas d'incinération dans cette région. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi que ça ne marche pas le plus souvent? Parce que vous savez, les Allemands, quand il y a un cas comme ça, ils regardent, ok, c'est un Guinéen, le plus souvent, ils contactent nos autorités. L'autorité, c'est qui? C'est la représentation diplomatique qui est là, c'est l'ambassade. On les contacte et quand il n'y a pas de réaction, c'est clair, donc ils réagissent. Donc il n'y a personne qui a réagi, il n'y a personne qui dit que voilà, on veut récupérer le corps ou bien en tout cas, on veut qu'il soit inhumé ici. Selon les rites musulmans ou chrétiens, le plus souvent ça, ils procède tout de suite là à l'incinération, quoi. Donc voilà le problème qu'on a par rapport à ça. Mais alors, on peut bien comprendre que les corps soient incinérés si toutefois il y a pas de gens qui viennent réclamer ces corps. Mais sauf que on nous apprend qu'une ONG comme la vôtre, vous vous battez véritablement pour que cela s'arrête. Il y a aussi que un accord existe entre l'État guinéen et les autorités allemandes
et qui fait donc que ils sont obligés non seulement de rapatrier, mais ce qui fait que pratiquement il n'y a pas de mécanisme étatique mis en place pour rapatrier ces corps pour qu'ils soient donc inhumés selon les pratiques de nos sociétés. Oui, vous savez, le grand problème qu'on a en tant qu'ONG dans ce pays, le plus souvent, c'est pas les autorités allemandes. Parce que vous savez, le cas de notre frère, on a un cas actuellement d'un frère, c'est la famille même qui nous a contactés. Oui. Ils nous ont demandé de les aider. Le corps a été incinéré l'année passée, au mois de mars. Et là aussi, on avait informé les autorités. Et tout cela, cette famille-là, c'est les autorités guinéennes ici, l'ambassade. Il n'y a pas eu réaction. Et donc, le jeune a été malheureusement incinéré. Et c'est le dernier de sa famille. C'est sa maman et sa sœur qui nous ont contactés. Donc voilà, et en plus, cette famille-là s'était déplacée, ils sont allés aussi rencontrer le ministère des AE qui leur a promis de clarifier cette situation et tout, parce que leur souci aujourd'hui, il a été incinéré, mais ils veulent savoir quand est-ce qu'il est décédé, dans quelles circonstances, pour qu'ils puissent au moins avoir une date, c'est-à-dire pour pouvoir lui faire des sacrifices, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas pour l'heure. Donc, nous sommes obligés, on a confié ce dossier-là à une avocate avec laquelle on travaille, parce que notre ONG a des avocats partout en Allemagne avec lesquels on travaille. Notre plus gros problème, c'est pas les autorités allemandes, parce que quand on essaie d'aller vers les autorités allemandes le plus souvent, on a les arguments qu'il faut pour essayer de leur dire, écoutez, tenez, ça peut pas marcher comme ça. Et récemment, il y a un autre frère, Amadou Lamara Nabari, qui est décédé aussi dans une région très raciste, c'est-à-dire les anciens États de DDR. Mais malgré les problèmes qu'il y a, on a pu quand même récupérer le corps et tout. Et puis le corps est arrivé à Conakry à nos frais. Comprenez un tout petit peu. Les gens ont contribué, on a payé à peu près 4 200 € pour ramener ce corps-là. Et le plus souvent, comme je le dis, malheureusement, c'est l'État guinéen, les autorités guinéennes qui nous posent problème. Parce que non seulement quand on découvre de cas pareils, ils veulent pas qu'on en parle, ils veulent pas qu'on essaye c'est-à-dire de leur faire comprendre que ça ne doit pas se passer comme ça. À défaut de réagir, ils peuvent nous informer en tant que structure ou bien informer d'autres structures avec lesquelles ils travaillent pour que de cas comme ça ne se passent pas. Et maintenant, si ça se passe, la seule chose qu'on leur demande en tant qu'autorité, en tant qu'État, en tant qu'ambassade, c'est de faire un mea culpa, de s'excuser, d'aller pratiquement, d'opter pour un comportement, une attitude va-t-en-guerre vis-à-vis de notre structure. Vous comprenez un tout petit peu, parce qu'il y a pratiquement pour nous, il y a aucune raison, parce que nous on ne fait pas ce combat-là, parce qu'on veut réellement essayer de dénigrer quelqu'un. On le fait parce que on se bat pour la restauration de la dignité de l'homme noir dans ce pays. Vous savez, quand l'Africain est confronté ici au racisme au quotidien, quand l'Africain a des problèmes de papier, quand l'Africain a des problèmes de titre de séjour, c'est nous, on est sur le terrain. Monsieur Cabinet, on a beaucoup de Guinéens qui sont dépressifs ici, on a beaucoup de Guinéens qui sont malades, on a beaucoup de Guinéens qui sont portés disparus. Nous sommes sur le terrain. En réalité, normalement, la seule chose que l'État guinéen devrait faire, à défaut de nous, c'est-à-dire de nous épauler, c'est de nous laisser en principe faire notre travail sans nous mettre les bâtons dans les roues. Mais malheureusement, même récemment, avec le rapatriement de ce corps du jeune Amadou Lamara Nabari, mais nous, on a appris à garder notre sang-froid parce qu'il s'agit des humains. Et si on essaie de s'en tenir à leur attitude, on allait aussi réagir. Mais on n'a pas voulu faire ça. On a pensé à la famille du jeune. Maintenant, parlant de l'accord de rapatriement, malheureusement, cet accord-là existe depuis 2018. 2018, la Guinée de Alpha Condé a signé un accord de rapatriement avec l'État allemand, c'est-à-dire où pratiquement quand vous regardez le contenu de l'accord, le ministère des AE là, parce que moi j'ai la version allemande, ils ont la version française. Et dans cet accord-là, malheureusement, il n'y a rien qui avantage la Guinée et les Guinéens qui vivent ici. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment on peut parapher un accord, c'est-à-dire qui concerne les Guinéens, qui concerne pratiquement la Guinée, sans essayer de prendre en compte l'intérêt de ces jeunes immigrés confrontés à toutes sortes de problèmes en Allemagne pour essayer de vivre ici, pour essayer de survivre d'ailleurs. Est-ce que l'État guinéen, le gouvernement guinéen, qu'est-ce qui aurait pu être dans cet accord qui aurait pu
éviter tous ces problèmes aux Guinéens qui arrivent, quand on sait qu'ils sont pour la plupart qui arrivent dans des conditions irrégulières. Selon vous, qu'est-ce que cet accord aurait pu... Oui, mais vous savez, le plus souvent, quand tu viens ici, tu demandes de l'asile et tout, donc tu es dans une procédure de demande d'asile, soit on l'accepte ou bien on rejette ta demande. Si ta demande d'asile est rejetée, donc c'est toléré en fait, jusqu'à ce que l'État allemand trouve les moyens de te faire rentrer. Mais ce même État-là a des lois qui disent que tout étranger qui arrive à s'intégrer à travers, par exemple, en travaillant ou, par exemple, en essayant de faire une formation, ces gens-là ne doivent pas ou bien ne peuvent pas être déportés. Je le dis comme ça. Mais sauf que, et en plus, quand tu as une maladie qu'on ne peut pas soigner chez nous, on a connu des cas ici qu'on a voulu rapatrier. Je vous parle d'un jeune Guinéen, c'est-à-dire parce que la Guinée a fait venir une délégation ici, sous le régime d'Alpha, en 2020. La délégation a séjourné ici 6 mois. Ils ont identifié des centaines de Guinéens. Et cette délégation recevait par jour 100 €. Et ils étaient logés et nourris avec l'argent du contribuable allemand, dont je fais partie. Donc voilà. Et ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont identifié un Guinéen pour fin de déportation qui était malade, qui avait la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pratiquement monter dans l'avion, et ça, c'est une maladie qu'on devrait soigner ici. Et heureusement, on a porté plainte, parce que si on le mettait dans l'avion, c'est que ça, peut-être soit il allait mourir, ou bien il allait en tout cas faire du mal aux gens, parce qu'il était dans une psychiatrie, et puis il était interné. Et là, notre avocat est intervenu, et on a stoppé son rapatriement. Ça veut dire que dans cet accord, rien n'est précis en fait. On ne dit pas les jeunes qui se sont intégrés, par exemple, il faut leur donner la chance, comme le stipule d'ailleurs les lois de cette république qui est l'Allemagne. Il faut leur donner la chance de pouvoir rester ici. Parce qu'en fait, c'est qu'en tant qu'État, vous savez, il faut quand même essayer d'apprendre quel qu'en soit le chantage qu'on vous fait, il faut quand même essayer d'apprendre à protéger les intérêts de tes citoyens, même au-delà des frontières. Parce que c'est ça, en principe, en État. Parfait. Et moi, je comprends l'Allemagne, vous savez, mais je peux pas comprendre effectivement l'attitude de l'État guinéen, parce qu'on les oblige pas à signer de tels accords qui n'avantagent pas leurs citoyens, parce qu'on a rapatrié combien de jeunes Guinéens qui se sont intégrés ici, qui ont travaillé, qui n'ont commis aucun crime, et puis voilà, et même leur compte bancaire, c'est-à-dire l'argent qui était là-bas, ils n'ont pas pu récupérer. Ils sont partis comme ça. Comme récemment, le jeune Mouktar Diallo, il est rentré qu'avec 100 € alors qu'il avait à peu près travaillé, il avait à peu près dans les 4 000 € sur son compte. Oui. Mais c'est quand même injuste. Ouais. Bon, on comprend bien ce cri de cœur. On aurait bien voulu prolonger ce débat avec vous, Madame Baldé. Nous allons continuer là-dessus la semaine prochaine pour continuer à donc en parler. Nous avons été très honorés d'échanger avec vous. Nous vous demandons d'accepter que l'on s'en reparle la semaine prochaine pour aller plus en détail sur les dépouilles de ces Guinéens incinérés malgré donc disons à l'insu des pratiques qui sont les mieux indiquées à cet effet. Madame Baldé, merci beaucoup, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Cabinet Fofana. Ce fut un plaisir aussi. À la semaine prochaine. Nous aussi, à très vite. Merci, madame. Nous allons donc très rapidement partir en France, très précisément à Lille, pour discuter avec Seikou Diallo, Seikou qui est politologue et qui suit tous les vendredis l'actualité migratoire. Nous allons échanger avec Seikou. On parlera de Lampedusa, bien évidemment. On va faire l'autopsie de ces nationalités les plus récurrentes. Bonsoir Seikou, Seikou est là. Oui, bonsoir cabinet, bonsoir aux millions d'auditeurs. Je disais donc, l'actualité de cette semaine est largement dominée par Lampedusa. On dit donc qu'on sait aujourd'hui quelles sont les origines, les pays d'origine de ces migrants, l'âge, le sexe et quel est le profil des migrants qui débarquent en Italie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que plus de 10 000 migrants ont débarqué en une semaine cabinet sur les côtes de l'île de Lampedusa en Italie. Et d'ailleurs, selon les premières informations venues de Rome, la plupart d'entre eux sont des jeunes hommes qui viennent de pays dont les ressortissants bénéficient rarement du droit d'asile. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu en Italie ce lundi 18 septembre afin de faire le point sur la situation humanitaire à Lampedusa en compagnie de Giorgia Meloni et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sur TF1, le ministre a assuré, comme tu l'as dit tout à l'heure, que la France aiderait l'Italie, mais qu'elle n'accueillerait pas de migrants qui viennent de Lampedusa. Et selon le locataire de Beauvau, 60% des migrants de Lampedusa viennent de pays comme la Gambie ou la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun ou la Tunisie. Donc des pays dont les ressortissants ne peuvent en théorie cabiner que rarement bénéficier du droit d'asile. Gérald Darmanin d'ailleurs a ainsi précisé que la France n'accueillerait que les demandeurs persécutés dans leur pays ainsi que les réfugiés politiques. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent, ils n'ont rien à faire en Europe, a-t-il affirmé concernant le reste des migrants. Il y a aussi une observation qui dit que ce sont des jeunes hommes d'origine subsaharienne essentiellement qui sont aux portes de l'Europe. Oui, selon notre envoyé spécial en Italie, Régine Delfour, seule journaliste d'ailleurs de télévision française à avoir suivi un bateau effectuant la traversée ce lundi 18 septembre entre Lampedusa et Porto Empedocle en Sicile, l'essentiel des personnes avec qui elle a pu échanger plusieurs heures étaient de jeunes hommes. Oui. Parmi ces migrants, il y en a qui fuyaient les conflits armés, la persécution à raison de leur orientation sexuelle et d'autres pour des raisons économiques exploitables. Se trouvaient à bord 189 personnes, donc 10 femmes et 3 enfants en bas âge de moins de 3 ans. La plupart d'entre eux étaient originaires d'Afrique subsaharienne, avec quelques Tunisiens, Marocains et Soudanais. Et donc ces derniers auraient tenté la traversée pour des raisons économiques ou personnelles. Et plus globalement, s'il n'existe pas de base de données publiques qui répertorie les profils et les origines individuelles de chaque migrant illégal qui débarque en Italie, et qu'il en est par ailleurs très difficile pour les associations sur place d'effectuer un recensement précis basé sur des informations déclaratives, mais qu'à cela ne tient cabinet, le ministère de l'Intérieur italien actualise régulièrement un registre qui répertorie les pays d'origine des migrants illégaux entrant dans le pays. Selon cette source d'ailleurs cabinet, les pays les plus représentés sont la Guinée, tu l'avais dit tout à l'heure, nous occupons la tête de peloton avec 12%, la Côte d'Ivoire 11%, l'Égypte 9%, la Tunisie 7%, le Bangladesh 6%, le Pakistan 5%, le Burkina Faso 5%, la Syrie 4%, le Cameroun 4%, le Mali 3%, viennent ensuite l'Érythrée 3%, la Gambie 2%, l'Afghanistan 2%, puis le Soudan, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria et la Sierra Leone. Si les Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont bien représentés, une majorité de migrants viennent effectivement d'Afrique subsaharienne. Et donc, concernant le profil cabinet des migrants, les informations constatées par notre envoyé spécial confirment l'impression qui ressort des nombreuses images publiées d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il s'agirait d'une grande majorité de jeunes hommes accompagnés par quelques femmes et quelques enfants. Des données qui vont dans le sens même de celles de l'agence européenne Frontex, publiées chaque année. Selon l'agence, 65% des migrants ayant traversé la Méditerranée en 2019 étaient des hommes adultes, pour 15% les femmes et 20% de mineurs, dont une écrasante majorité de jeunes garçons voyageant seuls. Donc je pense que sur cette statistique cabinet, quand même, il n'y a qu'à voir que notre pays, qui est quand même premier dans cette statistique, et vous avez des pays en guerre comme l'Afghanistan et qui n'a que 2%. Donc je pense que mais comment cela s'explique, Saïkou, que nous soyons plus pourvoyeurs de migrants que des pays en guerre comme l'Afghanistan ou la Syrie même? Oui, c'est paradoxal, cabinet, quand même. Moi, en traitant cette actualité, je me suis posé la même question. Je pense que, encore une fois, et on le disait tantôt, dans nos pays, il n'y a aucune politique publique, en fait, de lutte contre l'immigration irrégulière dans notre pays. Pendant ce temps, c'est vrai que nous sommes dans une transition et que nous ne sommes pas dans un régime normal. Mais il faut rappeler quand même que la plupart de ceux qui quittent notre pays, souvent ont des raisons plutôt économiques que de venir demander l'asile
politique, comme ce fut le cas sous le régime d'Alpha Condé, où quand même il y avait une forte opposition en fait et qui était quand même malmenée par la mouvance. Mais là, en fait, aujourd'hui, je crois que le contexte a changé. Oui. C'est quand même très paradoxal de voir que notre pays occupe la première place devant des pays qui sont vraiment en guerre, comme l'Afghanistan, et qui n'a que 2% en fait dans cette statistique. Et parmi les discours qui sont les plus en vue, c'est notamment celui qui consiste à dire pas d'asile en Europe, mais des renvois non exécutés. Oui, tout à fait, parce que sur la base de ces éléments et notamment compte tenu des nationalités concernées, la plupart des migrants pourraient être déboutés de leur demande d'asile. Oui. Et toutefois, les demandes seront tout de même étudiées en effet par l'OFPRA. Vous savez, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Oui. Et ils octroient l'asile aux personnes persécutées en raison de leur opinion politique, de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leur appartenance à un groupe social. Donc, par exemple, être homosexuel, par exemple. Et ça, c'est conformément, comme tu le sais, cabinet, à la Convention de Genève que la France a ratifiée. Donc, certains migrants arrivés à Lampedusa pourraient intégrer l'un de ces cas de figure si toutefois leur récit, en fait, leur demande rentre en fait dans cette convention de Genève que la France a ratifiée. Et puis il y a aussi que on suggère qu'il soit doublé les heures de vol après les arrivées massives à Lampedusa. Frontex renforce son soutien à l'Italie. Oui, tout à fait, parce que suite aux arrivées massives qui ont saturé le hotspot de l'île italienne de Lampedusa ces derniers jours, l'agence européenne Frontex a annoncé renforcer son soutien à l'Italie en survolant davantage les zones de départ, notamment au large des côtes tunisiennes. Frontex a déjà accepté de doubler le nombre d'heures de vol de ses avions qui surveillent la mer Méditerranée centrale et a proposé d'ailleurs des images satellites supplémentaires des principales zones de départ des migrants en provenance de Tunisie, a annoncé l'agence européenne de surveillance des frontières dans un communiqué. Des équipes d'une trentaine de personnes ont aussi été envoyées dans les villes portuaires de Reggio, de Calabre et de Messine, où de nombreux migrants ont été transportés. L'objectif cabinet est de fournir un soutien supplémentaire dans l'enregistrement et l'identification des migrants. Ouais. Frontex d'ailleurs envisage également d'envoyer des agents supplémentaires à Lampedusa, d'augmenter le nombre d'heures de patrouille des navires déployés dans la zone et de soutenir les efforts visant à lutter contre les groupes criminels impliqués dans le trafic de migrants. On aurait dû parler de cette étude ELAB menée au compte de BFM qui révèle que 65% des Français sont hostiles à l'accueil de migrants sur le territoire français, 63% sont favorables à l'accueil de réfugiés politiques. Saïkou, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, on remettra tout cela donc la semaine prochaine et on fera un débrief derrière. Merci d'avoir accepté. Saïkou, une information, juste une info, en fait, il faut rappeler qu'aujourd'hui, 22 septembre, Giorgio Napolitano, ancien président de la République italienne, est mort, donc venu du communisme. Cet infatigable militant mort le 22 septembre à l'âge de 98 ans, a joué un rôle de premier plan dans la vie politique italienne, symbole de stabilité et de longévité politique. Il était resté 9 ans à la tête de l'État, comme c'est l'Italie aujourd'hui qui est concernée par cette horde migratoire en fait. Merci Saïkou, on remettra tout ça la semaine prochaine. Merci à toi et très bonne fin de semaine à toi et à tout le monde du côté de l'Italie. Merci Saïkou. Merci beaucoup. Salut. Salut. C'était donc Pays de Cocagne. On se reprend donc la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Merci, bonne soirée à tous.